Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité à l'ordre du jour de cette semaine. Une question, peut-on moraliser le capitalisme? Leaders des 8 pays les plus riches mais aussi des 11 principaux pays émergents se sont réunis ce jeudi à Londres. Ce sommet du G20 avait pour tâche de trouver des remèdes à la crise financière qui secoue la planète depuis 6 mois. Alors, resterait l'éthique dans le monde de l'argent, comme les y invite notamment Benoît XVI qui a adressé une lettre à Gordon Brown? Peut-on moraliser le capitalisme? Est-ce la faute à un système économique ou à ses acteurs? Pour tenter de répondre à ces questions, comme chaque semaine, nous le faisons avec l'aide d'éditorialistes des médias chrétiens. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-François Colossimo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur à orthodoxie.com. Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Avant de vous laisser la parole, je vous propose un premier cadrage. C'est celui qui a été fait par Émeric Coletta, qui est allé s'entretenir avec Bernard Perret. Bernard Perret est à la fois économiste et sociologue. Il vient notamment d'éditer un livre qui s'appelle « Le capitalisme est-il durable ?», paru aux éditions Carnet Nord. Et donc, nous vous proposons d'avoir ce premier cadrage avec Bernard Perret. On regarde les images. La crise économique actuelle, amorcée par la chute des marchés financiers, pose désormais des questions plus profondes. À l'image de Nicolas Sarkozy, certains dirigeants politiques des pays les plus industrialisés, réunis depuis jeudi matin au sommet du G20 à Londres, annoncent une réforme du système capitaliste et parlent d'établir un ordre nouveau. Pourtant, selon l'économiste Bernard Perret, cette situation n'a rien d'inédit. On sait très bien qu'avec la crise des années 30, le système capitaliste a subi une transformation extrêmement profonde, avec davantage d'intervention étatique, avec davantage de règles, avec davantage de pouvoir pour les salariés, et les grandes transformations, les grands changements qu'il y a eu dans nos pays après la Seconde Guerre mondiale, avec la planification, avec la sécurité sociale, etc. Ça c'est quand même, c'était des choses qui étaient considérées au début du XXe siècle comme tout à fait incompatible avec le capitalisme. Or, finalement, le capitalisme s'en est quand même très bien trouvé. Et comme après la crise de 29, ce sont les fondements idéologiques du système qui sont décriés. Alors, brouille passagère ou rupture réelle, en tout cas, les valeurs du capitalisme semblent être tombées en disgrâce. Enrichissez-vous, c'est une bonne chose, il en restera toujours quelque chose, et les inégalités sont profitables, etc. Tout ce discours également est profondément atteint, et du coup on voit ressurgir une exigence très forte de mesures, de plus de sobriété, de plus d'égalité, etc. Toutes choses qui avaient été complètement occultées, voire considérées carrément comme nocives. La Vox Populi appelle donc à plus d'éthique et plus de morale dans les pratiques économiques et commerciales. Mais comme à chaque mouture nouvelle du système, des intérêts contradictoires s'affrontent. Qui plus est, la mondialisation complique un peu plus cette situation et condamne les réformes majeures à avoir une dimension internationale et concertée. Pour les choses les plus importantes dont on parle aujourd'hui, pour par exemple la révision des règles comptables, pour la lutte contre les paradis fiscaux, pour toutes ces choses-là, ça ne peut être que le résultat d'accords internationaux et de pouvoirs qui seraient donnés par les États aux organisations internationales comme le FMI pour proposer et pour imposer de nouvelles règles. Avant l'ouverture du G20, les États-Unis et l'Europe semblaient être en désaccord, notamment sur la régulation des marchés ou sur la nécessité d'un nouveau plan de relance. Et sans savoir si les mesures prises auront un impact réel sur le système, une question reste en suspens. Peut-on profondément réformer le capitalisme ? Alors, Jean-François Colossimo et Jean-Pierre Denis, bien entendu, nous allons évoquer ce débat entre capitalisme et éthique, mais peut-être que pour éviter de nous disperser, on pourrait peut-être prendre certains points qui ont frappé l'opinion ces derniers jours en France. Je pense notamment aux rémunérations patronales, aux dérives boursières, aux paradis fiscaux. Alors peut-être que sur ces points-là, j'aimerais avoir votre avis, puisqu'il est question naturellement d'éthique et de capitalisme. Est-ce que, par exemple, les rémunérations patronales, Jean-François Colossimo, ça a quelque chose à voir avec l'éthique du capitalisme ? Non, ça a à voir avec une mesure symbolique qu'a voulu prendre le président Sarkozy pour porter remède à une situation jugée scandaleuse. À savoir que pendant que les pauvres s'appauvissaient, il y a des riches qui s'enrichissaient de manière
considérable à travers le système des stock options. Mais le décret pris par le président ne porte que sur les rémunérations des patrons d'entreprises publiques. Le président lui-même ne peut pas considérer qu'il va réguler, n'est-ce pas, les salaires du privé. Ça n'a aucun sens. Donc, Jean-Pierre Denis, qui peut empêcher les entreprises privées, les patrons, de s'enrichir s'ils travaillent bien? Le président de la République, effectivement, n'a pas ce pouvoir, à moins de rentrer dans une économie de type complètement dirigiste. Mais je crois en même temps que ce n'est pas en comptant sur la simple vertu des intéressés qu'on peut obtenir des résultats. Je pense que si on compte sur cette vertu, on attendra encore longtemps. Et pour une raison assez profonde, à mon avis, c'est que les dirigeants des grandes entreprises sont face à un changement culturel majeur, qu'ils ont été élevés pendant 20 ans, 30 ans dans ce culte, et non seulement cette culture, mais ce culte de l'argent fou, qui n'avait plus aucun rapport avec la réalité, et qu'il est très difficile pour eux d'en sortir, je dirais, de prendre la mesure du changement culturel auquel nous sommes confrontés. Et je dirais que la meilleure preuve, d'ailleurs, c'est qu'on voit parfois certains d'entre eux, sous la pression de l'opinion publique, renoncer à des bonus absolument considérables. Et on a l'impression que finalement, ça ne leur coûte pas grand-chose, si je peux employer ce verbe, tout simplement parce que les sommes en jeu ont finalement quitté le domaine de la réalité. Et je trouve que la vertu de cette crise, si on peut parler de vertu à propos de cette crise, ce moment de vérité que nous traversons, c'est qu'on est ramené non seulement à la morale, mais on est ramené d'abord au réel. Et je crois que quand l'opinion publique est choquée, comme vous le dites, à propos des parachutes dorés, c'est parce qu'elle a le sentiment que justement les dirigeants d'entreprise qui sont là pour voir plus loin, qui sont là parce qu'ils sont compétents, à un certain moment ont perdu justement le sens des réalités, non seulement le sens de la morale commune, du bon sens qui fait que oui, une entreprise qui perd de l'argent ne peut pas féliciter un dirigeant qu'elle met à la porte par des bonus extraordinaires, mais je dirais le sens des réalités. Pas tout à fait d'accord, Jean-François Colossimo? non, bien sûr, je crois que le véritable problème qu'il y a derrière, c'est que nous avons vécu une période de logique financière qui s'est substituée à une période de logique économique. Pour aller très vite et pour faire la différence, la logique économique, c'est le propriétaire d'une entreprise qui est solidaire de son objet, qui est solidaire de son outil, voire qui est même solidaire des gens qui y travaillent, n'est-ce pas? C'est le capitalisme, on va dire, à l'ancienne, le capitalisme paternaliste. Et après, la logique financière, ça a été des actionnaires. Le capitalisme familial, mais les patrons eux-mêmes de ce capitalisme familial sont choqués par cette dérive du système financier. Et on est passé d'un système donc économique à un système financier où en fait on a des investisseurs anonymes qui emploient des mercenaires, il faut les appeler par leur nom, dont la seule logique d'ailleurs est financière, ce qui explique d'ailleurs l'entretien volontaire du chômage, puisque nous sommes dans des sociétés qui préfèrent en fait entretenir une part de chômage plutôt que de voir travailler des gens, sous-entendu, entre guillemets, à perte, comme disent les financiers justement, n'est-ce pas? Comme si le travail ce n'était que de la rémunération. Donc on est passé dans ce monde-là. Je ne crois pas que nous soyons en 1929, je crois que nous ne savons pas où nous allons, je crois que personne ne mesure l'étendue de la crise et qu'effectivement les mesures que les politiques cherchent à prendre sont surtout la démonstration de leur impuissance à agir. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce point parce que justement, il y a un aspect qui me frappe beaucoup dans cette crise, c'est que c'est la revanche des politiques. C'est-à-dire que pendant... sur les financiers ou sur les économistes? Sur l'économie. C'est la revanche du politique sur l'économique. C'est-à-dire que pendant, en gros, 20 ans, ça a commencé d'ailleurs au cours du premier mandat de François Mitterrand en France, hein, donc ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Pendant en gros 20 ans, on a dit le politique est impuissant et c'est une bonne chose parce que par l'économie viendra notre prospérité et donc notre bonheur. Donc il y avait une équation entre prospérité et bonheur qui évidemment était éminemment discutable, mais il y avait surtout l'idée que l'économie commande et c'est mieux comme ça. Aujourd'hui, à travers au-delà des gesticulations politiques qu'on voit aujourd'hui avec ce sommet du G20, il y a, je crois, le fait même que les politiques, les 20 dirigeants réunis aujourd'hui au cours du G20 se prononcent pour des changements dans l'économie. On peut dire ce sont des discours, ça n'ira pas trop loin. Oui, mais justement, ces discours sont nouveaux et marquent, à mon avis, la volonté des politiques de revenir sur ce terrain qu'ils avaient complètement délaissé. Et à mon avis, si vous me permettez juste d'ajouter un mot, je pense que c'est une bonne chose. C'est parce que quand les politiques ont dit qu'ils ne pouvaient rien, les opinions publiques sont allées, on l'a vu en France en tout cas, sont tentées par des votes extrémistes. À partir du moment, c'est je crois ce qu'a senti Nicolas Sarkozy depuis le début de cette crise, à partir du moment où le politique dit qu'il veut avoir prise sur la crise, même si on peut discuter de l'impact de ce qu'il dit, il y a, je crois,
une attente, il répond à une attente profonde de l'opinion publique. L'emprise des politiques se fait aussi à travers l'emprise des États. Alors là, il y a un deuxième thème qui revient très fortement dans l'actualité, c'est celui des paradis fiscaux. Là, on connaît la responsabilité des États et aussi des sociétés, des grandes multinationales. Quand on sait, je donne un chiffre, je ne vais pas vous épuiser par des chiffres, 40 sociétés du CAC 40 ont 1500 filiales dans les paradis fiscaux. Donc est-ce qu'on n'est pas dans cette ambiance d'hypocrisie et d'opacité, et donc qui est responsable de cette dérive? Je crois que, contrairement à mon ami Jean-Pierre Denis, je ne crois pas qu'on assiste au retour du politique et de l'État, parce que ça n'est pas possible, et pour une simple raison, c'est l'imbrication de l'économie monde. Et dans cette imbrication de l'économie monde, on voit bien que les États-Unis, qui sont en fait la véritable puissance, c'est une hyperpuissance non seulement militaire ou politique, mais économique, sont tout à fait réticents à endosser, pour le coup, les gesticulations européennes, par exemple sur la question des paradis fiscaux. Mais pas pour du une tout, simple et bonne... Obama est intervenu. Obama est intervenu sur le plan justement politique. Si ce n'est que et Merkel et Sarkozy considèrent que ces positions sont tout à fait insuffisantes si ça ne va pas avec une régulation des marchés. Oui, ils veulent aller plus loin. Et c'est eux qui ont raison sur le fond, à part qu'Obama, c'est très bien que c'est impraticable. Le véritable problème, pour répondre à votre question initiale, c'est est-ce qu'on peut réformer le capitalisme? On ne peut pas le réformer. On peut tâcher de réguler ces excès les plus criants, ces injustices les plus notoires. Mais supprimer les paradis fiscaux qui existent aujourd'hui, l'argent noir se fabriquera ailleurs et autrement, n'est-ce pas? Alors, Jean-Pierre Denis, c'est un vrai débat quand même, parce que... On est sur un point assez symbolique, là. Les paradis fiscaux, bien entendu, ce sont ceux qui sont montrés du doigt, et on sent qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, je le disais, puisqu'il y a des États, des multinationales qui sont responsables de ces paradis fiscaux. Oui, là, on est, je pense, absolument d'accord. C'est vrai que les paradis fiscaux, c'est pas bien, d'accord. Sauf que qui alimente les paradis fiscaux? D'où vient l'argent? Il vient de chez nous, et il vient souvent d'entreprises, j'allais dire, bien de chez nous. Donc là-dessus, on est d'accord, je pense. Par contre, il y a un point qui est vraiment crucial, à mon avis, c'est de savoir si on peut corriger le système à la marge pour qu'il reparte plus ou moins de la même manière, ou est-ce qu'il faut le refonder? Alors ça peut paraître complètement utopiste, c'est gentil, on va dire, de vouloir refonder le système, n'y songez pas, oui. Sauf que c'est justement avec ce discours du renoncement qu'on est arrivé au point où on est arrivé. Et moi je crois qu'il y a des moments où l'opinion est mûre pour des changements profonds, que pendant des années on peut vouloir réaliser et on prêche dans le désert, et tout d'un coup on prend conscience que ce n'est plus possible. Je vais prendre un exemple peut-être beaucoup plus modeste, mais qui est, je pense, assez éclairant. Les accidents de la route. Pendant des années, on a expliqué que c'était normal qu'on meure sur la route, jusqu'à un moment donné, où d'ailleurs on ne sait pas trop pourquoi, tout d'un coup les Français et aujourd'hui les Espagnols sont en train de réaliser qu'on ne peut plus et changent immédiatement de comportement. Je pense qu'on Même chose pour le tabagisme. Même chose pour le tabagisme et sur l'environnement. est en augmentation en France. Hein. Oui, enfin bon. Légère augmentation. Hein. C'est juste pour dire. Bon, bien sûr. Alors, on va pas engager on va voir qu'il y a répression et que ça ne fonctionne pas exactement de façon. En tout cas, je pense les accidents de la route et je pense l'environnement aussi. Aujourd'hui, pendant des années, on nous a dit le discours sur des changements de comportement en matière d'environnement, c'est gentil, mais c'est impossible parce que ça ne peut pas, on ne peut pas y toucher. Bon, aujourd'hui, on voit des changements de comportement. Je pense que on est à ce point-là dans l'économie où il va falloir choisir, non pas entre laisser le système en l'état ou le réformer, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne peut pas le laisser en l'état, mais le corriger à la marge ou essayer, comme on l'a fait à Bretton Woods il y a 60 ans, de le repenser et de l'organiser. Bernard Perret faisait allusion, bien entendu, à cette référence. Alors, de la capacité du capitalisme à muter, à se transformer, mais à être éternel en quelque sorte. Autrement dit, à être le seul système de référence économique aujourd'hui des pays occidentaux. C'est ça le paysage actuel ? Il n'y a pas d'altermonde, contrairement à ce que croient certains militants. Et il n'y a plus d'autres systèmes économiques comme le marxisme, le socialisme marxiste. Il n'y a pas d'autre horizon aujourd'hui à l'économie que la logique du marché. Mais il y a des différences entre un capitalisme libéral comme aux États-Unis et ce qui se passe dans les pays du Nord de l'Europe. Le mot libéral est très mal employé parce que c'est le libéralisme, c'est une grande philosophie et c'est pas forcément la prédation telle qu'on la décrit, enfin, etc. Quant aux États-Unis, il faut le dire, ils ont quand même des systèmes de régulation qui leur sont propres et qui, bon an, mal an, ne fonctionnent pas plus mal que les nôtres, n'est-ce pas? Je crois que l'exemple que prenait Jean-Pierre Denis est excellent parce qu'effectivement, on peut faire en sorte que la mortalité réduise peut-être sur les routes, mais on peut pas effacer la mort, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut pénaliser les chauffards, mais on n'empêchera pas les gens de mourir en voiture. Et de la même manière, c'est ce qu'on a obtenu de manière extrêmement il y aura toujours des morts en voiture, on n'effacera jamais la mort. Bon. Donc, de la même manière, les flux financiers ont leur logique propre, et d'ailleurs,
Ça ne correspond pas du tout à la circulation routière, n'est-ce pas? Qui plus est, oui, c'est un petit peu comme si sur la route, on pouvait rouler absolument où on veut et comme on veut et à la vitesse à laquelle on veut. Non, je crois pas. Je crois que les flux financiers dépendent d'une économie monde désormais et qui ne sont pas maîtrisables parce qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y en aura pas, parce que ça n'a pas marché pour l'ONU, ça va marcher pour d'autorité qui sera investie en quelque sorte de faire le code de la route, absolument, et de faire... Alors, le devoir de faire la pénalisation. En revanche, la protection des plus pauvres, la protection des plus démunis, oui, la correction des injustices, la correction des injustices, etc., c'est un programme tout à fait réalisable. Mais il ne faut pas confondre ça avec une réforme du capitalisme. Alors, si on reste sur ce... Le problème, à mon avis, n'est pas tout à fait là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, cette économie financière, c'est un petit peu comme ces grandes cathédrales, ces grandes tours qu'on a construites au Moyen-Âge, parce que les architectes étaient capables de construire toujours plus haut et sur des bases finalement de plus en plus légères, jusqu'au moment où ça se casse la figure. Et quand ça se casse la figure, on est obligé de repenser sérieusement le système. Il y a un moment où les flux financiers... Je vous arrête parce que je voulais justement vous poser une question, Jean-Pierre Denis, qui va tout à fait dans le sens de votre réflexion. Il y a des thèses, notamment une thèse, celle développée notamment par André Comte-Sponville, qui dit le capitalisme n'est ni moral ni immoral, il est amoral. Oui. Donc, d'où ma question initiale que vous avez entendue. Est-ce que c'est le capitalisme qu'il faut réformer pour lui introduire plus de morale ou les acteurs du capitalisme? Autrement dit, est-ce que vous croyez, vous, que le capitalisme peut s'effondrer de par ses dérives, comme le socialisme marxiste s'est effondré de par ses dérives, parce qu'il avait en plus une ambition morale, on s'en souvient. Ou est-ce que vous pensez, Jean-François Colosimo, que le capitalisme, c'est quelque chose d'incontournable qui va toujours s'adapter? D'abord, Jean-Pierre Denis, je vous en prie. Alors, justement, je rebondirai non seulement sur le mot capitalisme, mais sur le mot libéralisme, parce que je crois que nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur ce point. Qu'est-ce que c'est pour moi que le libéralisme économique? C'est historiquement ce moment, à l'issue des guerres de religion, où les Européens, des penseurs européens, épuisés par les déchirements qu'a provoqué le dogme, l'affrontement des dogmes et l'affrontement des convictions, disent on arrête tout, on suspend la morale. Et le bonheur commun viendra de la main invisible. À partir des égoïsmes privés, on va construire le bonheur collectif. Donc c'est ça le départ historique pour moi du libéralisme économique. Et à ce moment-là, ce libéralisme est devenu véritablement une religion. Il est devenu une religion. Et c'est cet absolu-là qu'il faut, je crois, absolument crever, non pas pour dire qu'il y a un système alternatif, qu'on peut inventer un autre système que le capitalisme, mais simplement le replacer à sa juste valeur. Ce n'est pas un absolu. C'est Jean-Pierre Denis qui me lance sur la philosophie. La vérité, si on lit Tocqueville, c'est que le souci d'égalitarisme qu'il y avait dans le christianisme et porté par le christianisme a abouti à la société démocratique universelle libérale. Donc en fait, on est dans un combat d'ombre. C'est-à-dire que lorsque les chrétiens s'insurgent contre le libéralisme, en fait, ils s'insurgent très souvent contre leur prochain stade cloné, générationnel, un peu en avance. Le problème qu'il y a derrière, c'est que le libéralisme signifie quelque chose de tout à fait autre. C'est qu'il faut libérer la vie politique des emprises idéologiques. Aujourd'hui, on a un fort retour de l'idéologie parce qu'on dit c'est la crise. Mais encore une fois, cette crise, personne n'a encore mesuré. On ne sait pas exactement ce qu'elle est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une crise financière. Pour l'instant, cette crise financière est en train de devenir une crise morale. C'est excellent qu'elle devienne une crise morale, mais ce n'est pas pour ça qu'on va moraliser le capitalisme. Ce qu'il faut moraliser, c'est l'homme, ce n'est pas le capitalisme. Parce que le capitalisme, encore une fois, c'est relativement neutre. C'est en fait un moyen d'échange. On n'en a pas trouvé de meilleur que celui de considérer que les gens échangent librement et ne sont pas forcés à échanger comme le voudrait un État, une idéologie, une église ou je ne sais trop quoi. C'est ça l'idée fondamentale. Alors Jean-Pierre Denis, dans l'Église catholique, il existe une doctrine sociale qui a été définie au fil des années par un certain nombre d'écrits des papes, depuis Léon XIII jusqu'à Jean-Paul II et bientôt Benoît XVI. La doctrine sociale de l'Église, en gros, je la caricature, c'est le travail de l'homme qu'il faut mettre avant le capital. C'est une forme de régulation du capitalisme qui peut être faite par la doctrine sociale de l'Église? Bien sûr, mais la doctrine sociale de l'Église, et après, je vous demanderai votre avis. Elle consiste, à mon avis, premièrement, à dégonfler les idoles. Et encore une fois, le capitalisme en est une parmi d'autres. Donc en remettant l'homme à sa place, alors c'est appareil, oui, on dit remettre l'homme, ce ne sont que des mots. Non, je crois que ce sont justement, c'est au contraire très concret. Et on a besoin de ce concret-là, précisément, pour revenir je dirais, à la juste proportion. Parce qu'on a quitté le sens des proportions. Donc ce n'est pas seulement une affaire de morale, c'est une affaire de justesse et de justice. C'est-à-dire être dans les justes proportions des choses. Or, par exemple, que les dirigeants d'entreprise gagnent
bien, très bien, excellemment leur vie. Ce n'est contesté par pas grand monde aujourd'hui, si ce n'est par des extrémistes. En revanche, quand leur rémunération n'a plus aucun contact, aucune proportion avec la réalité, il y a un problème. Et c'est là que la doctrine sociale de l'Église, à mon avis, a toute sa modernité, parce que si vous relisez les encycliques comme Rerum Novarum, vous apercevez que justement c'est cette voie du milieu, c'est ce juste milieu que cherche la doctrine sociale de l'Église. Pas d'accord, Jean-François? Non, parce que d'abord, je ne suis pas sûr qu'en fait il n'y ait pas plusieurs doctrines sociales, y compris du christianisme et de l'Église catholique en particulier. Je note que sous le pontificat même de Jean-Paul II, il y a eu une variation. Il y a eu 3 textes qui se réfèrent. Il y en a eu 3 textes, et le deuxième et le troisième selon les circonstances, avant ou après la chute du mur de Berlin d'ailleurs. Ne se réfèrent plus du tout à la notion de travail, mais envisagent la vérité en fait de l'activité humaine aujourd'hui, à savoir qu'elle est largement dématérialisée et déconnectée du travail au sens du 19e siècle, qu'on n'est plus dans la mine, quoi. Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de paysans en France par rapport à ce que c'était. Bien sûr, il y en a toujours, ils sont infiniment respectables. Mais on n'est plus dans le travail manuel, on est dans le travail dématérialisé. Et ça, le pape Jean-Paul II l'avait pris en compte, probablement sous l'inspiration de Buttiglione et de Weigel, et des théologiens américains, catholiques américains, qui là-dessus ont une pensée très intéressante. Donc je pense, pour finir rapidement, le mot d'ordre, pour moi, c'est le mot d'ordre solzhenitsynien. C'est le mot d'ordre de l'autolimitation. C'est un mot d'ordre prophétique. C'est pas un mot d'ordre moralisateur. C'est pas un mot d'ordre doctrinaire. S'autolimiter, ça ne veut pas dire moraliser le capitalisme, ça veut dire moraliser l'homme d'abord. Et est-ce que les églises en sont encore capables? C'est la véritable question. La suite à une prochaine émission. Je vous propose de passer à notre rubrique à la une. Désolé, Jean-Pierre. Jean-François Colossimo, à la une de votre site ou de vos idées pour cette semaine? Oui, alors je dirais que tout simplement, l'actualité orthodoxe suit son cours. C'est le patriarcat de Cyril de Smolensk. Le patriarche, c'est peu vu parce qu'évidemment c'est un peu loin la Russie, etc. Mais prend toutes sortes d'initiatives. Il va bientôt rencontrer le patriarche Bartholomé Ier. C'est une chose importante, y compris pour le dialogue œcuménique, parce que ce n'est qu'une orthodoxie rassemblée qui pourra effectivement prendre langue avec Rome et avec l'Église catholique, de manière à être ayant déjà réalisé son unité, pouvoir envisager l'unité des chrétiens. Donc c'est un bon signe. Plutôt optimiste. Il faut s'en féliciter. En tout cas, les choses vont bon train, contrairement à certains pronostics pessimistes. Voilà. Jean-Pierre Denis. Vous savez, tous ces derniers jours, toutes ces dernières semaines, on me dit, dans les médias, on me pose la question, est-ce que vous pensez que la crise de l'Église catholique va décourager les catholiques? Est-ce qu'ils vont quitter l'Église? Et je réponds toujours non, à mon avis non, parce que quand on est catholique, on n'est pas là parce qu'on fait partie d'un club, mais parce que on adhère, on est en recherche de sens, et notamment la question des sacrements. Donc nous faisons notre une cette semaine sur le sens de la Semaine Sainte, depuis les rameaux jusqu'à Pâques, le sens des rites, parce que je crois que c'est pour ça que les catholiques sont catholiques. Un retour aux fondamentaux, en quelque sorte, comme on dit beaucoup ces derniers temps. Je vous propose de passer à notre dernière rubrique, en bref. Vient justement, Jean-Pierre, puisque tout d'abord du côté de la Conférence des évêques de France, qui tient cette semaine son assemblée plénière de printemps à Lourdes, une occasion pour son président, Monseigneur André XXIII, de revenir sur l'actualité qui a secoué l'Église catholique. Il a qualifié, alors je le cite, de dysfonctionnement évident des services concernés, et aussi il a parlé d'une préparation insuffisante, vous l'avez entendu ou lu comme moi, de la levée des excommunications des lefévristes, ainsi que l'annonce du décret avant que les évêques, il parlait bien sûr des évêques français, avant que les évêques français en fussent informés. Mais, vous l'avez peut-être également entendu et lu, au moment de l'épreuve, dit-il, au moment de l'épreuve, les évêques de France ne font pas défaut au pape. Et l'archevêque de Paris a également mis en cause la tendance des médias à nourrir leur réaction de polémique plus que d'information. Alors, la faute aux médias, Jean-Pierre Denis? Je crois que c'est quand même un très bon discours, justement, celui du cardinal 23, parce qu'il est assez équilibré, il dit les choses. On voit maintenant des épiscopats qui s'expriment clairement et qui disent qu'il y a des problèmes de gouvernance dans l'Église. Et en même temps, une fois qu'on dit ça, on n'est pas obligé d'être complètement dupe, effectivement, d'un certain acharnement médiatique contre le pape. Je crois qu'on a vu quand même ces derniers jours non seulement des médias particulièrement à l'affût de la moindre petite phrase, alors que souvent ils ignorent les discours les plus fondamentaux, mais je dirais aussi des hommes politiques qui sont allés très loin, je trouve personnellement beaucoup trop loin, qui auraient mieux fait de balayer devant leur porte. L'Église n'en est pas dupe et je trouve que c'est très bien.
Autre dossier toujours très sensible, celui des législations sur l'avortement. Alors, deux petites nouvelles cette semaine. Tout d'abord en Espagne, puisque comme vous l'avez peut-être vu, le gouvernement prépare un projet de libéralisation, selon certains, d'autres diront d'harmonisation avec la législation qui existe dans la plupart des autres pays européens. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé dimanche dernier à Madrid pour protester contre ce projet. À Monaco, autre nouvelle qui se rapporte à ce dossier, c'est le Conseil national, autrement dit le Parlement de Monaco, qui a approuvé mercredi à l'unanimité une proposition de loi autorisant l'interruption médicale de grossesse dans des cas d'urgence thérapeutique. Et là, l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy, s'est élevé contre ce texte qui risque d'ouvrir, dit-il, la voie au pire. Alors il faut rappeler, on oublie, que le catholicisme est une religion d'État dans la principauté de Monaco. Voilà, cette émission s'achève. Je vous propose bien entendu de la revoir ou de réagir sur notre site www.ktotv.com. Il me reste à vous remercier, Jean-François, Jean-Pierre, d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous donne bien entendu rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite à la fois un très bon dimanche et une très bonne semaine sainte. À bientôt.